19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 26 avril 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moussa Tchangari de l'association alternative, Michael Zodi, Moudi Moussa et Habibou Soumeila de la campagne Tournons la page, Moukela Halidou du SINASEB, ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Hadji Sani Chekro, vont passer leur 38e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale le 15 mars 2020 dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Avec l'avènement du mois béni de Ramadan, l'on constate une hausse souvent vertigineuse de prix de produits de grande consommation, et c'est malgré l'existence d'un arrêté ministériel fixant leur prix plafond. Quels sont les produits qui ont vu leur prix grimper et comment y remédier? Élément de réponse avec le président de l'association pour la protection et la diffusion des droits de consommateurs au Niger, Hamadi Issifou Ousmane. Chaque année, donc, ce qui se passe avec les commerçants, ce sont des prix consentis. Il n'y a jamais eu d'arrêté de prix de prix plafond. Il n'y a que cette année que ça a été fait. Et c'est de bonne guerre parce que le ministre du Commerce, il est dans ses droits. Quand il juge nécessaire de fixer les prix, la loi lui autorise à le faire. C'est même un devoir, ce n'est même pas un droit. Alors, cette année, il a pris un arrêté 037 le 3 avril passé pour fixer le prix de certains denrées, des produits de grande consommation durant le mois de Carême. Il s'agit de céréales, il s'agit du sucre, il s'agit du riz, du lait, de l'huile, ainsi de suite. Et même de la viande, de la volaille, ainsi de suite. Mais ce qui est un peu aberrant, c'est que ce sont des prix plafonds. Pourquoi plafond? Et ça doit être plafond, pourquoi? On devrait en ce moment-là faire un diagnostic. D'abord, quelle est la quantité totale de produits disponibles dans le pays? Ça, ils l'ont fait. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Les marchandises sont disponibles sur les marchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une enquête de prix de revient. C'est-à-dire chercher à savoir combien ça coûte exactement. C'est qu'à la suite de ça que le ministre du Commerce peut venir discuter avec les commerçants pour leur dire, bon, voilà, moi j'ai vos prix de revient, rendu Niamey. Maintenant, ce que je vais discuter avec vous, il n'y a que la marge bénéficiaire que je vais discuter avec vous. Et la marge bénéficiaire, donc grossistes, demi-grossistes et détaillants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, ce n'est pas ça qui fut fait. C'est pour ça que vous avez remarqué les flambées. Quand le ministre a fixé les prix, il a dit par exemple le sucre à 900 000 francs la tonne. Mais si vous allez chez vous, il va vous vendre ça à 900 000. Il est dans ses droits. On ne lui a pas imposé un prix de cession demi-grossiste ou bien détaillant. On ne lui a pas fait ça. On lui a dit tout juste donner un arrêté pour lui dire qu'il ne doit pas dépasser ça. Mais quelqu'un qui vient acheter, mais il va acheter à 900 000, mais il va augmenter son bénéfice. D'abord, les frais de manutention pour aller dans son magasin, il va les inclure. De telle sorte que finalement, on ne sait pas à quel sens se vouer. Voilà exactement la cause de ces prix. Mais nous n'avons pas de problème avec les céréales. Les céréales sont stables et peut-être même souvent moins chères. Parce que bien qu'hier, moi, j'ai fait une petite enquête. Les céréales moins chères. La viande, c'est à peu près stable. Et même les voiles, la pomme de terre, c'est stable. Donc ça, ce sont des produits qui ne sont pas importés. Ce sont nos produits d'ici, locaux. Ou bien ce sont des produits de nos voisins immédiats. Donc voilà le problème. Hamadi Issifou Ousmane, que nous retrouverons en partie magazine de cette édition. En ces mois bénis de Ramadan, il est recommandé aux musulmans de multiplier les bonnes œuvres. Le croyant le plus aimé par Dieu est celui qui partage, celui qui crée la joie chez les autres, nous explique le prédicateur Ben Salah. On l'écoute. Le meilleur des musulmans
a dit le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins le croyant le plus aimé par Allah est celui-là qui est au service des autres. L'œuvre la mieux appréciée par Allah est celle qui consiste à provoquer la joie dans le cœur de l'autre. Le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas croyant 3 fois. Qui ne l'est pas, ya Rasulallah, avait demandé les compagnons qu'Allah les agrée tous, celui-là qui dort repu alors que son voisin ne trouve pas le sommeil ténaillé par la faim. Eh bien, pendant le mois béni de Ramadan, la meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan. Il arrive que certaines personnes, au coucher du soleil, ce n'est pas un jour de jeûne qu'ils ont, mais 10, 20, 30, à telle enseigne qu'au sortir du mois, ils ont pour certains 90 jours de Ramadan, 100 jours de Ramadan, etc. etc. Et comment? Quiconque, dit le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aide son frère ou sa sœur à faire rompre son jeûne, en l'invitant à manger avec lui ou en lui envoyant de quoi manger, verra tous ses péchés effacés, se verra accorder un ticket d'accès au paradis et un jour de jeûne supplémentaire. Si c'est 2 jours de jeûne. Si c'est 3 personnes, 3 jours de jeûne. Alors les pauvres parmi les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas déjà suffisamment à manger pour nous-mêmes. De là à inviter les gens à le faire avec nous ou à leur envoyer de quoi rompre le jeûne. Il y a une marge qui nous est difficile de franchir. Alors le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de préciser que Allah réserve cette récompense à quiconque fait rompre le jeûne, à son frère ou à sa soeur en islam, ne serait-ce qu'avec une gorgée de lait, ne serait-ce qu'avec un morceau de date, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et le messager de poursuivre et de terminer en disant, quiconque désaltère un jeûneur, Allah le fera boire de mon lac, une boisson après laquelle il n'aura plus jamais soif jusqu'à accéder au paradis. Qu'il en soit ainsi, ya Rabbal Alamin. Les conséquences sont multiples en cette période de chaleur coïncidant avec le mois de jeûne. Que faut-il faire? Quel comportement alimentaire faut-il adopter en cette période? Élément de réponse dans ce reportage. Le jeûne du mois béni de Ramadan qui a débuté coïncide avec une période de forte chaleur. Une chaleur qui n'est pas sans conséquence sur la santé des jeûneurs. Ces conséquences, elles peuvent se voir essentiellement à travers la déshydratation. Alors que en période de jeûne, en période normale, on a l'habitude de se réhydrater lorsque on ne jeûne pas. Donc avec le jeûne, naturellement, on ne pourra pas le faire. Donc ça va naturellement renforcer la déshydratation. L'autre conséquence du jeûne, c'est surtout en période de chaleur, c'est la survenue de la fatigue. Et cette fatigue, elle est consécutive généralement à l'insomnie. Et l'insomnie également, comme je l'ai dit, c'est lié à notre comportement. En cette période de chaleur où il fait chaud, naturellement, quand il fait chaud, la qualité du sommeil est altérée. Vous avez également d'autres troubles qui apparaissent en cette période de chaleur associée au jeûne. Donc les troubles digestifs, c'est essentiellement des constipations qu'on va rencontrer chez les personnes. Et également, chez certaines personnes, vous avez la diarrhée. Puisque nous sommes en période de jeûne, donc naturellement, l'hypoglycémie va être renforcée au cours de la journée et l'hypoglycémie va entraîner les vertiges et du coup, chez certaines personnes, cela peut avoir des conséquences, notamment chez les personnes âgées. Pour atténuer les effets de la chaleur, le nutritionniste donne ici quelques recommandations relativement au régime alimentaire que les fidèles musulmans doivent adopter afin d'accomplir le jeûne sans risque. Il faut bien s'hydrater, il faut consommer les fruits et légumes et il faut consommer les produits laitiers en quantité. Maintenant, parmi les aliments qu'il faudrait éviter ou modérer, en tête de liste, vous avez les boissons sucrées. Et également, d'autres éléments qui sont à consommer avec modération, ce sont les excitants. Les excitants, consommés avec modération, essentiellement pourquoi? Parce que les excitants entraînent une perte d'eau. Parce que c'est un avantage en temps normal. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des excitants, vous avez tendance à émettre beaucoup d'urine. Maintenant, également, d'autres aliments qu'il faudrait consommer avec modération.
c'est les épices. Les épices également, quand vous consommez beaucoup d'épices, ça peut renforcer la déshydratation parce que la consommation d'épices entraîne une perte de l'eau. Et maintenant, parmi d'autres éléments qu'il faudrait également modérer, la consommation, c'est des produits comme de type viande. Et c'est pour cette raison que j'ai évoqué qu'il faut consommer plus de produits laitiers riches en protéines. Du coup, ça permet de diminuer la quantité de viande qu'on aura à consommer. Donc, les viandes, il faut consommer avec modération. Et il faut vraiment privilégier la consommation de la viande au moment de la rupture plutôt qu'à l'aube. Des recommandations à prendre en compte pour éviter d'éventuelles complications liées à la canicule, particulièrement en ces périodes marquées par des coupures intempestives d'eau et d'électricité. Riche en valeurs nutritives, la date est beaucoup sollicitée en ce mois béni de Ramadan. Occasion saisie par les revendeurs véreux pour augmenter le prix de cette denrée, ce qui a suscité ce reportage. Connu pour sa valeur nutritive, la date est un produit très sollicité pour beaucoup de jeunes, surtout pendant ces mois bénis de Ramadan, où il est conseillé de rompre le jeûne avec. Seulement, c'est en cette période que le revendeur décide d'augmenter le prix de cet aliment. Il y a plusieurs variétés de dattes et leur prix varie aussi. Il y a pour 1600, 1100 francs et pour 700 francs CFA. La vente des dattes a toujours été ainsi. Parfois, les prix grimpent et chutent en même temps. Mois béni de Ramadan. Les consommateurs n'apprécient guère cette hausse vertigineuse des prix des dattes, d'où ce cri de cœur. Nous, on voit que ce n'est pas du tout ça. Parce que dans tous les pays, quand le mois de carême arrive, les prix baissent. Mais ici, au Niger, ce n'est pas du tout ça. Je vois que chaque fois, pas seulement les dettes, concernant les mangues, les bananes, les oranges, tout, les prix, tout est monté. On en a marre, on ne sait même pas comment il faut déjeuner le soir. On a beaucoup de dépenses et on n'a pas beaucoup de moyens pour faire toutes ces dépenses-là. Vraiment, j'appelle à tous les commerçants de faire doucement, de baisser les prix de manière que tout le monde va avoir pour lui. Moi, je veux dire que c'est à votre niveau que le prix a augmenté, parce que vous êtes près du gouvernement. Si vous exprimez votre ras-le-bol auprès des autorités, certainement elles vont vous écouter. Comme tous les produits, le prix des dattes aussi a augmenté cette année. Le prix n'est pas comme avant. Vraiment, ça a grimpé à cause du mois béni de Ramadan. Le kilo de la date qui était à 750 francs CFA se vend aujourd'hui entre 1000 et 1500 francs CFA. Et ça dépend aussi des variétés. Il est nécessaire de diminuer les prix des produits afin de permettre aux croyants de passer un bon Ramadan. Un accessoire beaucoup plus sollicité en cette période de Ramadan, le cure-dent. Quel genre faut-il utiliser? Comment et pourquoi utiliser le cure-dent? Élément de réponse dans ce reportage. En cette période de carême, les cure-dents sont de plus en plus utilisés par les fidèles musulmans. Ceci pour plusieurs raisons. Nous utilisons le cure-dent pour changer l'odeur de nos bouches et éviter de verser beaucoup de salive. Nous utilisons le cure-dent pendant le Ramadan pour ne pas avoir soif et ça humidifie la bouche. Comment utiliser les cure-dents pour bien accomplir son jeûne? Par rapport au cure-dent, en principe, tant qu'il n'y a pas un goût assez prononcé lorsqu'on met dans la bouche, un goût acide, un goût amer par exemple, et là également il suffirait de le cracher, la miséricorde d'Allah est infinie, mais je pense bien qu'il y a des cure-dents qui sont appropriés. Et vous avez avec nos vendeuses des cure-dents, même pas forcément les cure-dents qui viennent de la Mecque. Le souhaitable c'était peut-être ça, mais pas forcément, tant que donc ce petit bâtonnet est reconnu dans une région donnée comme servant de cure-dent et qu'il a des propriétés telles que ça n'a pas un goût qui peut déranger, qui peut exciter les papilles, etc. Ce n'est pas un problème. Mais le cure-dent le mieux indiqué, puisqu'il y a un mieux quelque part, c'est Oud al-Arak qui a été utilisé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsqu'on a passé Oud al-Arak au laboratoire, eh bien, on s'est rendu compte que la sagesse d'Allah est infinie, que Oud al-Arak, c'est une brosse à dents au milieu de sa pâte dentifrice. Selon toujours Cheikh Ben Salah, l'utilisation d'une brosse à dents avec pâte dentifrice n'est pas interdite en l'islam pour peu qu'on prenne soin de ne pas avaler ce qu'on a dans la bouche. Nous en venons à la partie magazine de cette édition. Elle porte sur la cherté des produits de grande consommation. C'est avec le président de APDDCN, Hamadi Issifou Ousmane. Très bonne réception à vous. À la veille de chaque mois de carême, le ministère du Commerce organise des rencontres avec les opérateurs économiques, nous-mêmes et puis les cadres du ministère du Commerce chaque année, depuis à peu près 7 ans, c'était 7 ans, 8 ans. Mais cette année, vu l'événement de cette maladie, dont je ne vais même pas appeler le nom, et le ministre du Commerce en personne a convoqué 2 réunions. Une première réunion au ministère du Commerce et une seconde à la Chambre de commerce. Effectivement, lors de ces réunions, le ministre du Commerce a pris en considération donc, non seulement le mois et l'avènement de cette maladie. Ce qui fait que l'un dans l'autre, nous savons qu'il y aura des problèmes. Chaque année, donc, ce qui se passe avec les commerçants, ce sont des prix consentis. Il n'y a jamais eu d'arrêté de prix, de prix plafond. Il n'y a que cette année que ça a été fait. Et c'est de bonne guerre parce que le ministre du Commerce, il est dans ses droits. Quand il juge nécessaire de fixer les prix, la loi lui autorise à le faire. C'est même un devoir, ce n'est même pas un droit. Alors, cette année, il a pris un arrêté 037 le 3 avril passé pour fixer le prix de certains denrées, des produits de grande consommation durant le mois de carême. Il s'agit de céréales, il s'agit du sucre, il s'agit du riz, du lait, de l'huile, ainsi de suite. Et même de la viande, de la volaille, ainsi de suite. Mais ce qui est un peu aberrant, c'est que ce sont des prix plafonds. Pourquoi plafond? Et ça doit être plafond, pourquoi? On devrait en ce moment-là faire un diagnostic. D'abord, quelle est la quantité totale de produits disponibles dans le pays? Ça, ils l'ont fait. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Les marchandises sont disponibles sur les marchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une enquête de prix de revient. C'est-à-dire chercher à savoir combien ça coûte exactement. C'est qu'à la suite de ça que le ministre du Commerce peut venir discuter avec les commerçants pour leur dire, bon, voilà, moi j'ai vos prix de revient, rendu Niamey. Maintenant, ce que je vais discuter avec vous, il n'y a que la marge bénéficiaire que je vais discuter avec vous. Et la marge bénéficiaire, donc grossistes, demi-grossistes et détaillants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, ce n'est pas ça qui fut fait. C'est pour ça que vous avez remarqué les flambées. Quand le ministre a fixé les prix, il a dit par exemple le sucre à 900 000 francs la tonne. Mais si vous allez chez Houd, il va vous vendre ça à 900 000. Il est dans ses droits. On ne lui a pas imposé un prix de cession demi-grossiste ou bien détaillant. On ne lui a pas fait ça. On lui a dit tout juste donner un arrêté pour lui dire qu'il ne doit pas dépasser ça. Mais quelqu'un qui vient acheter, mais il va acheter à 900 000, mais il va augmenter son bénéfice. D'abord, les frais de manutention pour aller dans son magasin, il va les inclure. De telle sorte que finalement, on ne sait pas à quel sens s'ouvrir. Voilà exactement la cause de ces prix. Mais nous n'avons pas de problème avec les céréales. Les céréales sont stables et peut-être même souvent moins chères. Parce que bien qu'hier, moi, j'ai fait une petite enquête. Les céréales moins chères. La viande, c'est à peu près stable. Et même les voiles, la pomme de terre, c'est stable. Donc ça, ce sont des produits qui ne sont pas importés. Ce sont nos produits d'ici, locaux. Ou bien ce sont des produits de nos voisins immédiats. Donc voilà le problème. Ce sont les produits importés. Donc le riz, le sucre, l'huile. Par exemple, si je vous donne l'année passée, à la même période, le riz se vendait, l'huile se vendait à 3250, les bidons de 5 litres. Aujourd'hui, ça fait 4000 francs, le minimum, ça c'est le minimum. Le sucre, à 20 000 francs le carton. Aujourd'hui, c'est à 27 500.
Rien que tout à l'heure, là, quelqu'un m'a appelé pour me dire, voilà, c'est à 27 500 qu'ils lui ont vendu ça. Donc ça, c'est une aberration. On ne peut pas fixer les prix et que les commerçants fassent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça le problème. Tout le problème, ce sont les produits importés. Le gaz, le problème qui se pose, et les importateurs disent, les gaziers disent que c'est la Soraz qui ne leur fournit pas assez de produits. Mais non, moi, il y a la semaine passée, donc entre le lundi et le mardi, je me rappelle, j'ai vu le directeur du commerce, le directeur général du commerce. Il m'a assuré que la Soraz est disposée à donner 7 citernes par jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand la Soraz donne les 7 citernes par jour, les gens amènent ça au Nigeria. Si vous allez voir le long de la frontière, à Dan Issa, il y a un centre de dépotage de gaz. Donc, qu'est-ce qui se fait ça? Est-ce que Dan Issa peut consommer une citerne? Ce sont des gens du Nigeria qui viennent, ils achètent notre produit alors que nous, on en a besoin. Des commerçants véreux qui sont là parce qu'ils savent que le Nigeria, c'est 2 fois le prix. Ils amènent ça au Nigeria au détriment du peuple nigérien. Moi, vraiment, je fais appel au gouverneur et au préfet de ces régions-là, vraiment de faire arrêter cette hémorragie. Nous avons besoin de notre gaz et ces gens-là prennent notre gaz pour aller au Nigeria. Alors que le Nigeria, tout le monde sait, quand ils ont besoin de leurs produits, ils sont même capables de tirer sur les gens. Mais nous, par mercantilisme, notre gaz part au Nigeria, alors qu'ils ont fermé leurs frontières, ils passent par des subterfuges pour faire rentrer le gaz. Sinon, comment un centre comme Dan Issa va avoir des citernes de gaz? Alors qu'à Niamey, ici, les gens sont là, vraiment, ça fait pitié de voir les gens avec des bouteilles de gaz sur la tête, passer par-ci, par-là, en train de chercher le gaz. Et une autre aberration encore, qui est en train de gruger les consommateurs, c'est la disponibilité. Non seulement il y a la disponibilité, mais c'est les bouteilles de gaz. Par exemple, quand moi j'achète une bouteille de gaz, on me dit que je ne dois la faire remplir que chez le gars. Alors que moi, ce n'est pas la bouteille qui m'intéresse. Ce n'est pas le contenant, c'est le contenu qui m'intéresse. Si je ne peux pas travailler avec le contenu, mais celui chez qui j'ai acheté doit me rembourser parce que c'est une consigne. Mais tout ça là, les gens sont là en train de regarder souffrir les consommateurs et on ne dit rien. Moi vraiment je fais appel aux autorités compétentes pour arrêter cette hémorragie et mettre les consommateurs dans leurs droits. Comment est-ce que je vais acheter une bouteille qui ne va pas me servir? Je la charge une fois, 2 mois après je vais, on me dit il n'y a pas de produit. Ou bien s'il y a le produit, on va me dire de l'acheter presque 2 fois plus cher. Vraiment, c'est ça le problème. Moi je fais vraiment appel aux autorités pour qu'ils regardent, ils fassent vraiment un tour sur cette question. Il m'a été rapporté plusieurs fois que le ciment de, je crois, 90 000 francs est passé à 140 000, voire même 150 000. Parce que, dit-on, que le Nigeria a fermé ses frontières. Mais y a-t-il pas d'autres pays voisins et même notre production qui est là? Il y a le Niger qui produit, il y a le Togo qui produit, il y a le Bénin qui produit. Et à une certaine limite, même le Burkina, je crois, ils produisent du ciment. Mais on se base sur le Nigeria pour nous dire non. Alors que, je me rappelle, quand le Nigeria importait, notre ciment local ne se vendait pas. Ils ont même, je crois, fait des demandes pour qu'ils fassent des dérogations. Mais écoutez, il n'y a pas un seul pays qui n'est pas protectionniste, quel que soit le cadre dans lequel vous êtes. La CEDEAO est là. Oui, mais le Nigeria a fermé ses frontières. Ça fait combien de temps? Personne n'a parlé. Mais nous, on ne peut pas en faire autant. Et si ça nous arrive, on va dire quoi? C'est pour ça que moi, je fais appel encore aux autorités. C'est elles qui ont la clé de l'énigme. C'est elles qui doivent faire tout pour que le ciment coûte moins cher. Ils ont fait vraiment le serment de faire à ce que le ciment baisse. Et même, je crois, le promoteur de l'usine de Melbaza, il avait, je pense, dans certains machins, et dire que le ciment va coûter un peu moins cher qu'avant. Mais ce n'est pas le cas. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on aide les consommateurs parce qu'on n'a pas autre chose que ce Niger. On ne peut pas aller quelque part consommer. C'est ici que nous consommons. Vraiment, moi je pense qu'il n'est pas trop tard. Le ministre du Commerce n'a qu'à revoir son arrêté, faire un prix réel, vrai, et faire les taux au niveau de chaque distributeur. Donc l'importateur, le grossiste, le demi-grossiste, le détaillant. Je crois que c'est ça la justesse de la chose.
Ce n'est pas venir comme ça dire, voilà, je prends un arrêté et je dis... Mais non, on n'a pas la réalité de la chose. Et la chose, la vérité est ressortie. Parce que nous, on nous a dit que le sucre est disponible. On nous a dit que l'huile est disponible. Ils ont fait des stations de stock au moins 3 ou 4 semaines avant le carême. Et maintenant qu'on est dans le carême, le problème est en train de se poser. Et moi, au cours d'une des réunions, je leur avais dit de faire très attention. Parce que les commerçants, ils sont véreux, ils sont malins. Ils sont malins. Ils attendent que vous signiez un arrêté, alors ils vont la contourner autrement. Et aujourd'hui, même si Oudou, par exemple, vend à 900 000 francs la tonne, est-ce qu'on peut lui tenir rigueur? Parce que voilà, on lui a dit de vendre à 900 000. On n'a pas précisé qui. Voilà tout le problème. Moi, je crois que c'est le circuit de distribution qu'il faut voir au niveau de chaque, comment dirais-je, ou que ce soit le détaillant, le grossiste, l'importateur, il faut voir à chaque étape à combien ils doivent vendre pour satisfaire la clientèle.